La controverse de Sion de Douglas Reed chapitre 42.2. La vengeance talmudique, suite. Le plus important de ces procès fut le procès de Malmedy, en 1945 à 1946, au cours duquel 43 prisonniers furent condamnés à mort. Ce procès concernait la liquidation de prisonniers américains par des soldats SS près de Malmedy en 1944, et l'on pouvait s'attendre à un sentiment d'amertume de la part des procureurs américains à l'encontre de tout coupable avéré. Pourtant, ceux qui tourmentèrent ces prisonniers n'étaient pas des Américains, et ceux qui se souviennent du comportement admirable des troupes américaines en Allemagne après la Première Guerre mondiale auraient pu s'y attendre. C'étaient des Juifs autrichiens qui avaient rejoint les États-Unis juste avant la Seconde Guerre et qui, sous le régime de Roosevelt, avaient rapidement rejoint l'armée américaine et endossé son uniforme. Un vrai Américain qui assista à ces parodies de procès, un journaliste expérimenté spécialisé dans le domaine juridique, déclara qu'il avait quitté son poste au sein du département des crimes de guerre en raison du dégoût qu'il avait éprouvé après avoir été témoin du sadisme brutal dont avait fait preuve l'un des enquêteurs. Puis, le procureur en chef américain de ce procès, un colonel, admit devant une sous-commission sénatoriale qu'il avait été informé des parodies de procès. Il pensait qu'elles étaient admissibles si la Cour elle-même était informée des méthodes utilisées afin d'obtenir les confessions des accusés, et il ajouta que les accusés auraient dû savoir que le procès aux allures de messe noire était faux, puisqu'ils ne bénéficiaient pas de l'assistance d'un avocat. Une commission juridique fut envoyée pour enquêter et reporta en 1949 qu'il fallait bien reconnaître que les aveux avaient été obtenus par le recours à des parodies de procès au cours desquels une ou plusieurs personnes vêtues en officiers américains faisaient comme si elles étaient les juges, et d'autres personnes portant l'uniforme américain jouaient le rôle du procureur et de l'avocat de l'accusé. Suite à cette enquête, certaines des peines capitales furent révisées. Le président de la commission, qui était le juge texan Gordon Simpson, déclara à la sous-commission sénatoriale que les procédures suivies lors des procès n'étaient pas américaines, elles n'étaient certainement pas britanniques, et qu'elles avaient été arrêtées au cours de la conférence des 4 grandes puissances à Londres qui définissait les termes des procès pour crimes de guerre. Ainsi, la responsabilité, une fois de plus, incombe-t-elle aux dirigeants de Londres et de Washington. Et aux groupes qui firent pression sur eux. Le juge Simpson rapporta également que l'armée américaine n'arriva pas à trouver suffisamment d'Américains qualifiés pour ces procès pour crimes de guerre, dans lesquels la bonne réputation de l'Occident était en jeu, et dut par conséquent faire appel à certains réfugiés allemands. Cet aspect des procès fut un peu plus mis en lumière par un événement qui se produisit en janvier 1953, au cours duquel 2 hommes furent arrêtés par les autorités militaires américaines qui occupaient Vienne, sur accusation de complot avec un fonctionnaire de l'ambassade soviétique à Washington, visant à transmettre à l'État soviétique des documents militaires américains confidentiels. Tous deux étaient des Juifs originaires de Vienne qui avaient rejoint l'Amérique en 1938 et en 1940, alors respectivement âgés de entre 16 et 26 ans. Au cours de toute guerre précédente, ils auraient été incarcérés en Tantchou, ennemis étrangers. Pendant la présidence de M. Roosevelt, ils furent reconnus par l'armée américaine comme s'ils étaient des amis étrangers. En 1945, ils furent nommés membres du groupe de procureurs au cours des procès pour crimes de guerre. Lorsqu'ils furent arrêtés en tant qu'agents et espions communistes, un haut gradé du gouvernement militaire américain à Vienne déclara « Cela confirme les informations démontrant que beaucoup trop d'Américains qui intervinrent à Nuremberg étaient soit communistes, soit contrôlés par les communistes. » Il ajouta que l'équipe de procureurs américains à Nuremberg se dispersa dans des centaines de directions lorsque le procès fut terminé. Beaucoup rejoignirent le département d'État américain ou les Nations Unies. À cette époque, la révélation suivante fut qu'en 1949, M. John J. McCloy, un haut-commissaire américain particulièrement craint par les Allemands pendant la période des procès pour crimes de guerre, avait reçu des notes de nature juridique, démontrant que de graves erreurs de traduction depuis l'allemand et d'autres langues vers l'anglais avaient été introduites dans les dépositions. Ces erreurs, dans certains cas, furent l'œuvre de personnes dont les liens avec le communisme ont été établis. Par la suite grâce à des enquêtes sur leur allégeance.
Ces informations n'ont jamais été rendues publiques, mais si elles devaient jamais être utilisées au cours d'une enquête impartiale sur ces procès, elles provoqueraient un grand embarras chez les dirigeants occidentaux. À la fin de la guerre, les communistes contrôlaient les camps de concentration nazis à tous les niveaux, comme cela sera démontré plus tard dans ce chapitre, de la manière décrite plus haut, ils devinrent procureurs et juges des crimes même qu'ils avaient commis. Des deux côtés, la vengeance fut portée selon le même esprit. Les soldats de l'Est, lorsqu'ils entrèrent sur le territoire allemand, furent encouragés par la voix enregistrée d'Ilya Ehrenburg, depuis Moscou, à cibler en particulier les femmes enceintes, quoi d'autre pourrait signifier l'injonction fanatique de ne pas épargner, même les fascistes à naître. Une Américaine vivant à Berlin, Madame Frances Faviel, décrivit l'horreur qu'elle éprouva lorsqu'elle lut le journal intime de sa dame de ménage Lot, et la description du viol de Lot et de milliers de femmes, même des vieilles dames âgées de 65 ans, par les troupes répugnantes venues de l'Est, pas une seule fois, mais à plusieurs reprises, des femmes dont les enfants se cramponnaient à leurs jupes. Dans ce journal, étaient consignés, chaque date et chaque détail, écrit à la lumière de la torche de Lot, les meurtres de ceux qui avaient essayé de protéger les vieilles femmes, les excuses de l'officier russe qui avait découvert les corps, l'explication dont il avait fait part à Lot comme quoi les troupes avaient reçu la Plunderfreiheit pour 48 heures, c'était l'un des documents les plus horribles que j'eus jamais lus, et je ressentis un frisson glacial lorsque je le reposai. Plunderfreiheit, la liberté de piller et dévaster. C'était le résultat humain des accords politiques conclus à Yalta, au cours des 45 toasts bu. À l'ouest de la ligne de démarcation, la même vengeance continua. En août 1947, M. Nigel Birch, un député britannique, trouva près de 4000 Allemands encore enfermés dans un camp de concentration, détenus indéfiniment sans accusation ni procès. Il rapporta que la première question qui leur avait été posée, dans le cas où ils étaient finalement passés devant un tribunal, était toujours la même: saviez-vous que les Juifs étaient persécutés? La suite du récit continuait dans la même veine: aucune autre persécution ne comptait, et à cette époque-là, des légions d'êtres humains avaient été raccompagnées vers la terreur soviétique qu'elle essayait de fuir. Les gouvernements britanniques et américains ne laissèrent planer aucun doute sur la nature de la vengeance qu'ils mettaient en œuvre. L'une des premières actions des hauts-commissaires alliés fut de promulguer une loi contre l'antisémitisme. Ainsi, ils étendirent à l'Ouest la loi qui identifiait la nature de la première administration bolchevique en Russie, la loi contre l'antisémitisme, actée le 27 juillet 1918. Sous le coup de cet édit américano-britannique, les Allemands furent emprisonnés et leurs propriétés furent confisquées 10 années plus tard, en 1955, et en 1956, un Juif autrichien, qui depuis était domicilié à Londres et avait été naturalisé citoyen britannique, intenta un procès contre un Allemand selon la juridiction ouest-allemande, héritée des hauts-commissaires alliés, qui transformait en délit le fait de tenir des propos antisémites ou excessivement préconçus à l'encontre des Juifs. Ces lois interdisent toute discussion publique, mais ne peuvent arrêter les pensées. Leur but, clairement, était de supprimer toute enquête publique sur la nature du régime, à l'ouest du rideau de fer, comme à l'est. Son effet fut de donner carte blanche à la Plunderfreiheit également dans la zone anglo-américaine. Par exemple, la loi anglo-américaine contre l'antisémitisme transformait explicitement en délit le fait de discuter de l'affaire suivante, que je cite d'après les mots du Jewish Herald de Johannesburg. Philipp Auerbach était un homme doté d'un caractère exceptionnellement fort, courageux à l'extrême, brûlant d'une fierté juive et animé d'un élan de haine à l'encontre du nazisme allemand. Il fut sans remords ni pitié au cours de la période où les forces américaines haïssaient encore l'Allemagne et étaient encore prêtes à faire selon la volonté de cet homme, à coopérer avec lui pour reprendre aux Allemands ce qu'il avait volé, lui donnant quasiment carte blanche pour la signature de documents, les enquêtes, les arrestations et la diffusion de la terreur. Au cours de ces jours où Philipp Auerbach apparut à la tête des immenses manifestations juives d'après-guerre en Allemagne, les hauts gradés américains l'accompagnaient habituellement, démontrant de fait son autorité.
Avec le drapeau juif à la tête de ces manifestations, Auerbach saluait, les musiciens jouaient l'Atikva, hymne national de l'État d'Israël NDT, et les dizaines de milliers de réfugiés rejoignaient ce qui constituait une offensive politique permanente en faveur de l'ouverture des portes de la Palestine avant la restauration de l'État. Personne ne sera jamais capable d'estimer la valeur monétaire des actifs de toutes sortes, équipements, vêtements, fournitures, automobiles et toutes les variétés de biens que Auerbach soutira de l'Allemagne. En Allemagne, il exerçait un pouvoir uniquement dépassé par celui de l'autorité militaire. L'homme décrit était une personne privée, et fut capable d'utiliser les forces armées de l'Amérique pour ses pillages. Ces crimes étaient si flagrants qu'au bout d'un moment, les organisations juives s'en désolidarisèrent, ils dépouillaient tout autant les juifs que les gentils, plus pour des motifs opportunistes que moraux. 7 années plus tard, 1952, lorsque la politique ouest-allemande de soutien au « monde libre » devenait à nouveau importante, il fut arrêté suite à une accusation de « recel d'une liste interminable de biens qui avaient été sortis d'Allemagne grâce à de faux documents », avec la possible complicité d'officiers juifs au sein de l'armée américaine et des organisations caritatives juives. En 1952, le gouvernement ouest-allemand fut forcé de verser des dédommagements au nouvel État sioniste, et une révélation complète des activités de pillage menées par Auerbach, avec le soutien de l'armée américaine, aurait été gênante. Par conséquent, l'accusation mentionnée plus haut fut abandonnée, sans aucun doute en raison de répercussions à caractère politique, comme le fit remarquer le Jewish Herald. Si elle avait été maintenue, il aurait été difficile de rendre plausible même un argument bidon pour le paiement d'un tribut allemand aux sionistes russes installés en Palestine. Par conséquent, Auerbach fut jugé, par un rabbin, principalement des chefs d'accusation mineurs concernant le détournement de quelques 700 000 $ de fonds, le recours au chantage, l'encaissement de pots de vin et de fausses déclarations d'impôts. Il fut condamné à 30 mois d'emprisonnement et, par la suite, se suicida. En Amérique et en Grande-Bretagne, la presse publia des articles succincts et inintelligibles sur cette affaire, en insinuant qu'elle illustrait la renaissance de l'antisémitisme en Allemagne. Il s'agissait de l'écho de la position prise par la presse juive, qui après le suicide d'Auerbach demanda « qui a ce sang-là sur les mains ?» Et autre question de ce type, la suggestion que toute condamnation de n'importe quel inculpé juif, quelles qu'elles soient les charges, qu'il soit coupable ou innocent, était un signe d'antisémitisme, était à l'époque déjà généralisée. Le Jewish Herald, par exemple, considérait l'accusation moralement inique parce qu'elle faisait référence à une période où les règles habituelles étaient enfreintes par tout le monde, et surtout par les Juifs, qui à juste titre ignoraient les conceptions allemandes du bien et du mal. Les principes ignorés n'étaient pas allemands mais universels au sein des communautés chrétiennes, où l'avaient été jusque-là. À ma connaissance, la seule protestation contre ces falsifications fut émise par un correspondant juif du New York Daily News, qui par hasard avait été victime d'Auerbach. Si cette protestation avait été émise par une victime allemande, ou un témoin américain ou britannique, je crois qu'aucun journal occidental n'en aurait fait mention. Les peuples occidentaux ne savaient rien de ces événements au sein de l'Allemagne alors occupée par les forces anglo-américaines, et ne se seraient pas opposés violemment s'ils en avaient été informés, puisqu'à cette époque-là, ils étaient encore sous l'influence de la propagande de guerre, en particulier concernant les camps de concentration nazis. Il m'a paru qu'il avait totalement oublié que les camps de concentration étaient initialement une idée communiste, copiée par Hitler, et que plus profondément l'armée rouge était acceptée en Europe, plus certaine devenait la pérennisation de cette idée. Leurs sentiments furent attisés par les horribles images, qui leur furent montrées sur des millions d'écrans pendant l'entrée des troupes alliées en Allemagne, de tas de corps émaciés empilés là comme des tas de bois au milieu de ces camps. J'étais l'un de ces spectateurs, et j'écoutais avec appréhension les commentaires autour de moi. La propagande de guerre est le poison le plus insidieux que connaisse l'homme, et je crois que ces spectateurs de 1945, privés d'informations fiables depuis des années, avaient perdu toute capacité, peut-être tout désir de juger ce qu'ils voyaient. Je crois que la plupart d'entre eux pensaient que les restes humains qu'ils voyaient étaient juifs,
puisque c'était la suggestion martelée par la presse dans leur cerveau jour après jour. Ils lisaient en permanence des articles sur « les chambres à gaz nazies pour les juifs », les fours crématoires nazis pour les juifs, et peu d'entre eux dans les années qui suivirent prirent la peine de lire les récits de prisonniers et de découvrir qui étaient réellement les victimes. Un exemple, une Allemande qui passa 5 années dans le camp de Ravensbrück, Madame Margaret Buber-Neumann, déclare que les premières victimes étaient les malades ou les faibles, ou ceux qui étaient incapables de travailler, et les suivants étaient les races inférieures, parmi lesquelles venaient en tête les Polonais, puis les Tchèques, les Baltes, les Hongrois et ensuite les autres. Ainsi, les morts amoncelés reçurent ils aussi peu de compassion sincère que les vivants qui étaient renvoyés par les alliés occidentaux vers le territoire des camps de concentration, et aujourd'hui, il pourrait bien s'agir d'une simple question d'intérêt historique, dans des livres tels que celui-ci, que de démontrer que les camps de concentration, nazis, au moment où les armées anglo-américaines entrèrent en Allemagne, étaient essentiellement sous contrôle communiste, que des juifs faisait partie des bourreaux, et que l'anticommunisme était un qualificatif plus sûr pour les chambres de la mort que l'anti-hitlérisme. Il y a 10 ans, cette affirmation, que j'étais ci-dessous, aurait été démolie par la simple dérision, si jamais elle avait pu être publiée. Aujourd'hui, suffisamment d'informations ont été révélées au sujet des méthodes d'infiltration utilisées par les Illuminatis communistes dans toutes les classes, partis politiques, églises, organisations et institutions pour qu'au moins certaines personnes en attendent la preuve avec un esprit ouvert, du moins, c'est ce que je pense. La directive de Lénine était que toutes les guerres devaient au cours de leur déroulement être transformées en guerres révolutionnaires, ce qui signifie que les membres de la conspiration doivent se battre pour le succès de la révolution, non pour la victoire de leur pays. La conquête des camps de concentration fut plus utile à cette stratégie que tout autre événement, puisque les camps étaient remplis d'individus qui, s'ils survivaient, combattraient le communisme jusqu'à la mort, comme ils avaient combattu l'hitlérisme. Le monde n'a jamais compris cet aspect de la résistance contre Hitler, parce qu'il n'a jamais compris Hitler lui-même. Ceux qui ont persévéré dans la lecture de cet ouvrage peuvent voir le sens profond de ces paroles adressées à Hermann Röschning. J'ai reçu des francs-maçons l'illumination et des idées que je n'aurais jamais pu obtenir d'une autre source. Il s'agit presque exactement des mots d'Adam Weishaupt. J'ai appris beaucoup du marxisme. L'intégralité du national-socialisme est basée sur ces principes. Les communistes, dans leur conquête des camps de concentration, furent aidés par la politique de soutien inconditionnel à la révolution menée par les dirigeants occidentaux. Cela leur procura le pouvoir et le prestige auprès des détenus qui l'utilisèrent à leurs propres fins. Je fus consterné lorsqu'un jeune officier britannique, parachuté en Yougoslavie, me rapporta le largage de caisses remplies de souverains en or, qu'un sujet britannique ne peut légalement posséder, à destination de Tito. 50 Les efforts de M. Winston Churchill visant à réduire, à l'issue des combats, l'étendue de l'emprise soviétique en Europe, grâce à une invasion par le Sud qui aurait donné aux alliés occidentaux le contrôle à minima de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie et très probablement de la Hongrie et de toute l'Allemagne, furent sapés par son obstination à installer le communisme en Yougoslavie. Cette action, pour laquelle ses mémoires fournissent trop peu d'explications, affaiblit également sa position d'après-guerre, rappelant ses vaines tentatives d'obtenir le soutien de l'Amérique en vue d'une attaque par le Sud et affirmant que l'issue de la guerre aurait été différente et meilleure si on l'avait écouté. Son représentant auprès du dirigeant communiste Tito a rapporté ses propres doutes à ce sujet ainsi que les instructions que M. Churchill lui donna. Moins vous et moi nous soucierons de la forme de gouvernement qu'il établisse, meilleur ce sera. Les conséquences des actes de M. Churchill furent de mettre en place le gouvernement de type communiste et d'abandonner le général Mihailovitch, leader anticommuniste et allié des Britanniques, qui fut ensuite exécuté par Tito. La même chose eut lieu en Grèce. Le commandant W. Stanley Moss, parachuté en Macédoine grecque en tant que chef d'un commando et officier de liaison britannique, découvrit que les communistes s'appropriaient le contrôle de la guérilla grâce à la pluie d'or qui se déversait sur eux, et déclara, lorsque vint le grand jour, la victoire en Europe, le monde fut stupéfait par la quantité d'or que les communistes avaient à leur disposition.
Aucune de ces richesses ne venait de Russie, elles furent données aux communistes par les Alliés. Pendant des années, des fonds avaient été injectés dans le pays afin de soutenir les forces de la guérilla et la poursuite globale de la guerre, mais les communistes n'en avaient utilisé qu'une faible proportion pour la lutte contre les Allemands. Bien avant l'événement, nous savions le tournant que prendrait l'avenir, et nous fûmes pourtant incapables de faire quoi que ce soit pour le modifier. Le commandant Moss fait ici une erreur d'évaluation des faits. Le monde ne fut jamais stupéfait par la quantité d'or que les Alliés avaient déversé sur les communistes trouvèrent à leur disposition, parce que le monde n'en fut jamais informé. Le tableau était le même dans chacun des pays occupés. Le lieutenant-colonel Y.E. Thomas, qui fut envoyé en France en mission française, alerta Londres en vain. L'objectif avoué du Parti communiste était la rébellion de masse des Français le jour J, afin de dominer toutes les autres nations après la libération. Pendant ce temps, les journalistes de la BBC se moquaient des Français qui redoutaient la menace communiste. Les conséquences de cela furent décrites en 1952 par M. Cicely Raddleston. Au cours de la libération de la France, les communistes tuèrent de sang-froid plus de 100 000 opposants au communisme. Dans de telles circonstances, il était inévitable que les communistes prennent également le pouvoir au sein des camps de concentration nazis, si bien que les peuples occidentaux, quand ils virent les images de ces camps en train d'être libérés, regardaient en fait ce que leur armée allait rendre permanent à l'est de l'Elbe. La vérité fut révélée en 1948, mais je serais surpris si un millionième de ceux qui virent ces images en entendirent parler. Cette année-là, le chef de la révolution en Yougoslavie, qui portait le pseudonyme de Maréchal Tito, était en conflit avec les dirigeants du Kremlin. Pour un communiste, cela représentait un danger, et il est possible qu'il pensât se protéger, mieux que par des gardes du corps armé, par la révélation d'une chose qu'il savait, calculant que Moscou préférerait alors le laisser tranquille plutôt que de risquer des révélations supplémentaires. Le procès qu'il organisa fut médiatisé en Yougoslavie et ignoré en Occident. Il fit exécuter 13 de ses proches, des communistes, membres supérieurs du gouvernement et dirigeants du parti, pour avoir participé aux exterminations massives de prisonniers dans le camp le plus infâme de tous, Dachau. La vérité est parfois révélée de la façon le plus étrange, bien qu'en ces temps de contrôle de la presse, elle n'est pas diffusée bien loin. Dans ce cas-là, celui qui la révéla était Wilhelm Spielfried, un général autrichien à la retraite, qui était sorti vivant de Dachau. Il voulait que le monde sache ce qui s'y était passé, et dans l'agitation qui régnait au cours de l'ouverture du camp, à l'arrivée des troupes occidentales, il subtilisa dans le bureau du commandant un répertoire de la Gestapo qui listait les personnes qui mises à mort, ainsi que la façon de mourir, tout cela signé par l'agent de la Gestapo responsable de chacun des condamnés. Parmi ces agents, se trouvaient plusieurs des collaborateurs de premier plan du maréchal Tito. À l'époque, le général Spielfried réussit à faire publier cette petite partie de ses documents, le reste attend toujours un éditeur suffisamment téméraire pour le publier. Tito, dont le véritable nom était Joseph Broz, était lui-même un agent du Kremlin depuis 1934. En amenant ses plus proches collaborateurs devant un tribunal, le 20 avril 1948, à Ljubljana, il brandit la menace de révélation supplémentaire à la face du Kremlin. La liste des accusés incluait Oskar Juranic, secrétaire général au ministère des Affaires étrangères de Tito, Branko Dil, inspecteur général de l'économie yougoslave, Stan Oswald, un responsable supérieur de rang ministériel au sein du ministère de l'Industrie, Janko Pöfle, dirigeant du conglomérat d'État de la chimie de Tito, Milan Stepišnik, dirigeant de l'Institut d'État de la métallurgie de Tito, Karl Barl, un dirigeant de niveau ministériel, les professeurs Boris Krintz et Miro Kochir de l'Université de Ljubljana, ainsi que d'autres responsables communistes. Tous étaient d'anciens membres de la Brigade internationale en Espagne, et agents du MVD, la police secrète soviétique. Tous firent les aveux habituels, la défense qu'ils utilisèrent est d'intérêt particulier. Ils se justifièrent simplement en déclarant qu'ils n'avaient jamais tué ou blessé un communiste, je n'ai jamais mis en péril l'un des nôtres, je n'ai jamais rien fait à un camarade du parti.
Ils déclarèrent que, systématiquement, ils avaient envoyé à la mort quiconque pouvant être classifié comme conservateur, libéral, catholique, protestant, orthodoxe, juif ou gitan, du moment que la victime n'était pas communiste. Cette collaboration dans les camps de concentration entre la Gestapo d'Hitler et son prototype, le MVD, 51. Dans ce domaine aussi, les peuples occidentaux furent désespérément manipulés par des années de propagande présentant les nazis et nos alliés soviétiques comme opposés, alors que d'étroites affinités avaient toujours existé entre eux. Mr. Karl Stern, un juif allemand qui émigra en Amérique du Nord et se convertit au catholicisme romain, rapporte ses propres erreurs de compréhension sur ce sujet, au cours de son expérience en Allemagne où il faisait partie du personnel médical au sein d'un institut psychiatrique. Plusieurs docteurs nazis soutenaient la soi-disant « théorie de la révolution permanente » de Trotsky. Je ne connaissais pas cette théorie, mais qu'elle soit mise en avant par ces individus était pour moi quelque chose de totalement nouveau et d'assez surprenant. Je dis, messieurs, je crois comprendre qu'une bonne partie de vos théories sur la stratégie politique est inspirée de Trotsky. Cela ne vous semble-t-il pas extraordinaire que vous, nazis, citiez Trotsky, un juif bolchevique, comme s'il était votre messie? Ils rirent et me regardèrent comme si j'étais un ignare de la politique, ce qui était le cas. Ils appartenaient à une branche alors relativement puissante du parti nazi qui soutenait une alliance de la Russie communiste et de l'Allemagne nazie contre ce qu'il appelait le capitalisme occidental. Si on ne les écoutait pas avec attention, on ne pouvait jamais vraiment savoir s'ils parlaient de nazisme ou de bolchevisme, et finalement cela ne changeait pas grand-chose. De Staline, se matérialisa de la manière suivante. Les comités antifascistes furent créés au sein des camps. Si Hitler et sa Gestapo avaient été sincères dans leur profession de foi, ces comités auraient manifestement fourni les premières victimes des chambres à gaz. Au lieu de cela, ils furent autorisés à représenter les détenus des camps, et ils obtinrent des statuts privilégiés, acceptant alors de prendre part aux exterminations. C'était une manière parfaite de s'assurer que les anti-communistes seraient peu nombreux dans l'Allemagne d'après-guerre. Ainsi, les cadavres s'entassèrent et ensuite, plongés dans des salles obscures, les peuples les contemplèrent sur des écrans. Ce journalisme de l'image remplissait à la lettre la déclaration qu'avait faite M. G.K. Chesterton plusieurs années auparavant. Le journalisme donne une fausse image du monde, projetée sur un écran blanc dans une salle sombre afin que le monde réel ne soit pas vu. Le communiste Juranitch, l'accusé principal, déclara « Oui, j'ai tué des centaines et des milliers de personnes, et j'ai pris part aux expériences scientifiques, c'était mon rôle à Dachau. » Dill expliqua que son travail consistait à mener des expériences basées sur des substances visant à stopper l'écoulement sanguin. À cette fin, il avait pratiqué les injections directement dans la poitrine des patients. Pöfflé fit la description d'injections du bacille de la malaria réalisées sur des détenus sélectionnés à des fins d'observation, précisant Chou, ils tombaient comme des mouches, et nous transmettions les résultats à un docteur ou à un officier SS. Ces dépositions n'étaient pas erronées. Elles furent corroborées et ne pouvaient être niées, étant donné que les dossiers produits étaient ceux subtilisés par le général Spielfried dans le bureau du commandant. Pöfflé expliqua comment les agents communistes travaillant avec la Gestapo dissimulaient leur collaboration aux yeux des autres détenus. Quand ils réapparaissaient des laboratoires et des fours crématoires, ils racontaient des histoires inventées de toutes pièces, quelques ruses ou miracles permettant d'expliquer leur évasion. Étant donné qu'aucune des victimes ne réussit jamais à s'échapper, leur scénario ne pouvait être contredit. Ces individus finirent face à un peloton d'exécution, mais pas en raison de leurs crimes. Ils furent éliminés comme des pions par leur maître dans ses manœuvres contre le Kremlin. Ils avaient strictement appliqué le principe de base de la révolution, toutes les guerres sont des guerres révolutionnaires, en saisissant l'opportunité qui s'offrait à eux de détruire les opposants politiques, et non, l'ennemi. Ils firent, sous une autre forme, ce que les dirigeants de Moscou firent lorsqu'ils massacrèrent les 15 000 officiers polonais dans la forêt de Katyn. Ils attaquèrent les États-nations et posèrent les fondations de la révolution toute destructrice. Les révélations faites au cours du procès de Ljubljana furent corroborées, sur plusieurs points,
par de nombreux livres écrits par des survivants des camps de concentration. Monsieur Odo Nansen, fils du célèbre explorateur norvégien, rapporta son expérience dans le camp de Sachsen-Innocent, 18 mois avant la fin de la guerre, la manière dont les communistes ont mené leurs affaires et sont devenus communistes. Au-delà de tous les avantages immédiats que cela offre, il prévoit probablement que la Russie jouera un rôle majeur à l'issue de la guerre, et je suppose qu'il pense que ce serait plus pratique de se retrouver dans le bon camp. La nuit dernière, je discutais avec notre Blochael Testé, un communiste. Lorsque lui et ses compères arriveraient au pouvoir, il n'y aurait pas seulement des représailles, mais encore plus de brutalités et une plus grande cruauté que les SS n'en manifestaient envers nous. Mon humanisme n'arrivait pas à percer ce bloc glacé de haine et de vengeance, cette quête brute et inflexible d'une nouvelle tyrannie. Le colonel Y.E. Thomas, qui fut parachuté en France pour aider la résistance française, fut capturé et déporté à Buchenwald. À son arrivée, un officier britannique qui était déjà là lui dit « Ne dites pas que vous êtes des officiers, et si l'un d'entre vous occupait un quelconque poste à responsabilité avant la guerre, gardez-le pour vous, l'administration interne du camp est aux mains des communistes. Buchenwald est le pire camp d'Allemagne, vos chances de survie sont pratiquement nulles. » Le colonel Y.E. Thomas ajoute, les 3 chefs principaux du camp, appelés l'Ajraël Testé, étaient communistes. Sous la supervision de ces hommes, on inocula le typhus et d'autres germes aux prisonniers, et leur réaction aux divers vaccins, qui entraînaient presque toujours la mort, était étudiée. Dans le groupe de 7 officiers, seuls 3 des 37 détenus survécurent, les autres furent pendus à des crochets dans les chambres crématoires et lentement étranglés jusqu'à la mort. Les 3 survivants devaient redouter leur codétenu presque autant qu'il avait craint les Allemands auparavant, car si les communistes avaient appris que des officiers avaient réussi à éviter la potence, ils les dénonceraient certainement. Les communistes dirigeaient ces camps, torturaient et tuaient les victimes. S'il y avait une quelconque différence entre eux et les gardiens de la Gestapo, c'était seulement qu'il était plus vicieux, puisqu'ils dénonçaient et tuaient des hommes qui étaient censés être leurs alliés dans le combat contre l'ennemi commun. Puisque les Juifs de l'Est, en particulier, jouent un rôle si important dans le communisme, des Juifs apparaissaient logiquement parmi les individus impliqués dans ces actes. Ce n'est en soi pas surprenant du tout, puisque les Juifs, comme tout autre individu, sont parfois bons et parfois mauvais, cruels ou bienveillants, mais cela fut dissimulé aux yeux des foules, qui reçurent une description de camps de torture presque entièrement remplis de Juifs, tourmentés par des gardiens, nazis, dépravés. En fait, les Juifs représentaient une petite proportion de la population totale des camps. Les bourreaux au cours des 3 dernières années de guerre furent en grande partie des communistes, dont les objectifs ont été démontrés, et parmi ces bourreaux, il y avait des Juifs. Mes dossiers comportent de nombreux extraits issus de journaux juifs relatifs à des procès mettant en cause des Juifs dénoncés par d'anciens détenus juifs d'Auschwitz, Wlanow, Multorf et d'autres camps. J'ai mentionné le terme « procès » avec des guillemets dans ce cas, pour une bonne raison. Ces « procès », à une exception près, furent tenus devant des cours rabbiniques dans les pays occidentaux, et devant des magistrats à Tel Aviv. Ils furent traités comme des affaires juives, ne concernant pas le reste de l'humanité, et si des jugements furent prononcés, ils ne furent pas relayés dans les journaux que j'ai examinés, bien que les chefs d'accusation ressemblassent à ceux du procès de Ljubljana. Cela impliquait clairement que, si l'une de ces accusations était exacte, elle devait être jugée selon la loi juive, si tant est qu'elle le fût, et que la loi gentile n'avait pas cours. En vérité, cela apparaît aujourd'hui comme étant l'hypothèse de base, puisque le sionisme a recréé la nation juive, et cela est reflété dans un rapport publié par le Zionist Record en 1950, qui établissait que le rôle du Bureau central des relations publiques du Conseil exécutif des Juifs d'Australie était de cacher à l'opinion publique les méfaits perpétrés par des Juifs individuels qui commettent des délits mineurs ou majeurs. La dissimulation mentionnée ici est appliquée constamment et dans tous les pays occidentaux.
À Tel Aviv, un docteur juif et 2 femmes juives furent accusés par des témoins juifs d'avoir administré des injections mortelles à des prisonniers d'Auschwitz, d'avoir pratiqué des mutilations sexuelles, d'avoir mené des expériences scientifiques, d'avoir envoyé des victimes aux chambres à gaz. Dans un autre cas traité à Tel Aviv en 1951, un docteur juif, alors employé par l'hôpital municipal de Tel Aviv, fut accusé par plusieurs témoins juifs d'actes de brutalité commis au camp de Vlanov, où il avait été assistant du commandant allemand du camp. Dans son témoignage, une femme juive déclara qu'il l'avait battue jusqu'à ce qu'elle perde connaissance, et que quand elle avait repris ses esprits, elle avait trouvé ses 3 fils, âgés de 12, entre 15 et 18 ans, tués par balle. 2 semaines auparavant, déclara-t-elle, qu'elle avait vu l'accusé donner l'ordre à la police du camp ukrainien de rafler 30 prisonniers, dont son mari, qui furent ensuite abattus. Les grandes lignes de ces 2 cas furent rapportées, mais, comme je l'ai déjà dit, si un quelconque jugement découlant de ces affaires fut publié, il a échappé à mes recherches. À New York, un comité constitué de 3 membres, composition définie par la loi lévitique, reçut la plainte d'un juif contre le responsable d'une synagogue qui l'accusait d'avoir tué un détenu à Muldorf, où il était gardien-chef d'un secteur. Le rapport indiquait que le comité transmettrait ses résultats à la communauté juive vivant dans la ville de l'accusé, sans recommandations ou sanctions, ce qui signifiait que, s'il était un criminel de guerre, sa communauté serait libre de s'en occuper. Dans tous ces cas, il était implicite que seules les accusations de maltraitance à l'encontre d'autres juifs étaient étudiées, et que si les accusés avaient commis les mêmes actes à l'encontre de détenus non juifs, cela n'aurait pas été pris en considération.